Oui, Oui, bonjour à tous, Nicolas Nittard, NVIDIA. Donc je m'intéresse au scénario sur l'animation bien sûr, mais les scénarios en général, hein, que ce soit l'écriture d'un livre ou d'un film. Alors j'ai peut-être une recette qui n'en est pas une, mais euh, j'entends bien cette espèce de cri de désespoir des étudiants lorsqu'ils doivent amener un dossier au CNC ou à une autre commission pour obtenir un financement ou une avance sur recette. J'entends bien ce que dit le CNC et autres en disant, ben voilà, on a une pile de dossiers sur le bureau, il faut qu'on les étudie, ça nous parle pas, on comprend pas. Je pense que déjà la première démarche, c'est lorsqu'on présente son projet, c'est d'y mettre ses triples et de boucler la boucle, donc de mettre de la lisibilité, mais également de faire quelque chose que moi j'ai pratiqué dans le passé en tant qu'ancien publicitaire, c'est de donner les moyens de toucher la sensibilité, l'émotivité de la personne qui va lire le scénario. J'entends par là que ça soit un story, une note d'intention, un pitch, un synopsis, peu importe. À partir du moment où ça touche la personne qui lit le scénario, c'est bingo. Alors après, il faut faire preuve d'un petit peu d'inventivité, il faut peut-être alimenter. Euh, on parlait tout à l'heure de bande sonore, mais pourquoi, je veux dire, un film, c'est censé éveiller tous les sens. Pourquoi effectivement ne pas amener une bande son ou une intention musicale, une intention de voix, pourquoi pas une intention de matière, hein. Moi, dans le passé, il m'est arrivé d'amener des campagnes publicitaires avec euh, des photos découpées dans des magazines pour représenter un petit peu le type de personnage que je voulais mettre dans la campagne, ou alors des matières, ou des motifs de tissu, ou de la musique, etc., etc. En tout cas, à partir du moment où, lorsqu'on amène le dossier, on y met ses tripes et on amène tout ce que l'on juge comme étant bon pour persuader, faire vibrer et amener de l'émotion chez la personne qui va choisir le dossier ou non, je pense que déjà, on aura atteint son propre but. Après, est-ce que ça touche, est-ce que ça touche pas, ça c'est autre chose. Je voulais également apporter une deuxième petite réflexion sur la partie avance sur recette. J'entends avance sur recette, logique commerciale derrière, donc dites-moi si je me trompe. Hein, voilà. Donc un dessin animé ou un film d'animation sur 5 de choisi. Donc ça veut dire qu'il y a une intention d'exploitation en salle après, j'imagine, ou en tout cas en vente à la télévision. Alors effectivement, aujourd'hui, à part des blockbusters américains ou quelques grands succès français comme les triplettes ou autres, le cinéma d'animation, et je rejoins le monsieur derrière, a tendance à être considéré encore aujourd'hui comme étant quelque chose pour les jeunes, pour les enfants. Et ce que je voulais dire, c'est que je vois aujourd'hui une espèce de... Je pense que les Américains ont compris ça. Hein, ils ont déjà commencé à franchir un certain degré de lecture dans certains films comme Shrek ou autres, où il y a vraiment des références que seuls les adultes peuvent comprendre. Et puis derrière une logique commerciale, alors là par contre qui pour moi est une dérive, où pour faire fonctionner un film, on investit dans les voix d'acteurs connus. Et je pense que c'est un petit peu au détriment du budget qui pourrait être mis dans le film. Je vois aussi cette dérive commencer à arriver en France et c'est quelque chose qui m'inquiète. Je pense que payer 10 acteurs connus français ou américains pour faire vivre un dessin animé aujourd'hui, je trouve cela dommage. Voilà. Juste pour répondre, enfin, le principe du CNC, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect automatique, donc en effet, le CNC reverse aux productions qui font des succès commerciaux une partie de la taxe prise sur les billets pour leur permettre de refaire des films commerciaux. Et puis il y a une petite partie, très petite, qui est la vention 7 et qui, elle, est destinée à renouveler les talents et à encourager et à permettre à des films qui justement auraient une difficulté à trouver une place sur le marché. Surtout en ce moment, on sait que
Peut-être que l'industrie n'est pas forcément dans une disposition d'esprit de soutenir énormément la recherche et le développement, on va dire. Donc l'avance sur recette est une petite partie d'intervention que fait le CNC à soutenir donc des projets, par exemple au premier collège des premiers films, et ce sont des films par exemple d'animation, les films qui ont été aidés, qui ont été soutenus par l'avance sur recette au premier collège, sont des films qui peuvent s'adresser aux enfants comme aux adultes. Non, il n'y a pas de genre particulier, au contraire, ce qui est demandé aux membres de la commission, c'est de trouver les formes les plus originales, et si elles sont déconnectées avec le marché, ça ne pose évidemment aucun problème. C'est même, je dirais même, l'essence de cette petite partie de ce qu'on appelle le fonds de soutien du CNC. Je parle sous l'autorité du CNC. Oui. Oui, il y a une autre question. Merci. Alexis Hugo, donc serial questionneur. J'ai plein de questions, il y a plein de choses passionnantes qui ont été dites. Ça aurait été intéressant au CNC, moi aussi j'étais expert, j'avais proposé de faire des petites projections de films justement pour les commissions, pour leur dire voilà ce qui s'est fait en animation depuis 1992. Mais je sais pas pourquoi ça n'a pas tellement plu. Alors depuis tout à l'heure on entend beaucoup de dessins animés. J'ai l'impression, je pensais qu'on était dans plein de gens qui connaissaient bien, donc c'est le cinéma d'animation, on parlait beaucoup de dessins, il y a aussi des gens qui font du volume, il y a des gens qui font de la pitié, enfin etc. Donc ça serait bien d'y repenser. Ralph Bakshi était quand même dans les années 70, donc l'animation pour adultes c'est pas nouveau, et encore on aurait pu venir avant, hein. Je vous rappelle que le premier long métrage d'animation au monde, 1917, c'est un film politique et satirique contre le président argentin, voilà, donc on peut revenir loin. Voilà, c'était des petites choses comme ça qui sont qui seraient intéressantes de dire. Maintenant, on va revenir à autre chose. Comment peut-on faire quand on présente un projet? Vous disiez qu'en effet, les auteurs devaient être assez clairs. Est-ce que les commissions elles-mêmes sont assez claires? Est-ce qu'il y a, comment on travaille avec la subjectivité finalement, évidemment, de chacun d'entre vous, qui est assez normal, on va dire, aussi bien ici à Fontevraud qu'au CNC, et comment on fait, voilà, tout à l'heure on parlait d'originalité, qu'est-ce que l'originalité aujourd'hui? La cohérence, qu'est-ce que la cohérence aujourd'hui? On est dans un débat sur le court-métrage là, et non pas sur le long-métrage, hein, voilà, donc, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Oui, sur les commissions claires, je ne sais pas, j'espère, et puis j'espère pas toujours, parce qu'au final, je crois pas qu'il faille l'être toujours. Je dirais que le CNC, donc en tout cas, j'espère que tout le monde le sait, mais je préfère toujours le rappeler, les commissions sont composées de professionnels. Hein. Donc évidemment, le CNC n'est jamais la puissance qui décide de soutenir ou pas un projet, elle fait appel à la compétence de professionnels. Donc en général, dans des commissions, pour essayer d'avoir le meilleure chance d'avoir le meilleur éclairage, on prend des professionnels de plein de métiers qui entourent en tout cas les œuvres qu'on va leur proposer de lire. Donc au sein du Fonds Innovation, vous avez un scénariste, un auteur graphique, un réalisateur, un producteur, un diffuseur, un distributeur, qu'en général on prend parce qu'ils ont justement des parcours différents, qu'on estime nous complémentaires, et on pense surtout qu'a priori le parcours va impliquer une certaine richesse dans les échanges et un petit peu de débat. Donc voilà, l'idée c'est une combinaison qui n'est pas toujours magique, parfois ça prend pas, mais ce qui est certain c'est que ce sont des individus, pas seulement des représentants de leur métier, mais des individus qui arrivent avec leur parcours et avec leur subjectivité, et cette subjectivité-là, elle est forcément assumée, parce qu'on ne peut juste pas faire autrement. À partir du moment où vous demandez à 8 personnes de lire quelque chose, ce sont 8 personnes qui lisent et qui choisissent. On essaie de faire en sorte que ces 8 personnes représentent quelque chose d'équilibré, mais on espère bien qu'elles vont être subjectives, parce qu'il faut bien de la subjectivité pour avoir envie de soutenir. Si on parle de désir, comme le disait Pierre-Luc, s'il y avait de subjectivité dans le désir, ça me paraît compliqué. Donc, en tout cas, je crois qu'il faut tout à fait l'assumer. Maintenant, le CNC est là pour veiller à un certain nombre d'équilibres, mais en tout cas certainement pas des équilibres de contenu ou de quotas. Voilà. Donc je crois qu'il faut à la fois des gens professionnels, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire dont la composition d'ensemble reflète un certain nombre de compétences, et puis aussi des gens qui ont envie, qui défendent des choses différentes, et qui vont essayer de se convaincre les uns les autres. Juste une petite anecdote, au tout début du Fonds Innovation,
en 2005, en animation, on avait reçu très peu de projets. Et en l'occurrence, la commission a eu je crois qu'elle avait 6 projets à l'ordre du jour, et nous avions prévu 4 heures de débat. Alors j'étais un petit peu embêtée, parce que je me suis dit, bon, on va faire une grande pause déjeuner. Et alors, bien sûr, en tout cas, les gens se sont peut-être adaptés à cette logique de pile, mais de fait, ils ont tenu 4 heures sur 6 projets. Alors, c'est parce que je pense pas qu'il fallait faire ça à chaque fois, mais ce que je veux dire, c'est que leur lecture des projets était suffisamment approfondie et suffisamment investie pour pouvoir tenir sur 6 projets en 4 heures. Donc il y a quand même une attention soutenue, et je crois qu'elle est d'autant plus là quand il s'agit d'une étape où il s'agit d'une promesse, on le redisait là, mais il faut avoir cette capacité de projeter et en avoir un peu envie, quoi, parce que c'est pas toujours évident. Je trouve que c'est une étape parfois un peu ingrate à lire, et une sacrée responsabilité aussi, finalement, de dire oui, non, parce que parfois quand on dit non, on coupe un petit peu d'évocation. Alors on essaye, nous, toujours de faire en sorte que justement un refus, et je crois que c'est toujours important à rappeler, c'est pas une fin en soi dans un parcours, mais un non sur quelque chose, une fois, et qu'avec un certain nombre de retours, et c'est aussi pour ça qu'on essaye de noter plein de choses et ensuite de le redire aux porteurs de projet, on peut avancer, représenter, parfois l'avoir sur un autre projet, mais en tout cas on n'est pas dans quelque chose qui coupe. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, clarté, je ne sais pas, subjectivité, oui, c'est certain. Mais... Ce que je voulais juste savoir, c'est est-ce que la subjectivité, finalement, n'est pas... Pardon. Juste, est-ce que la subjectivité ne pourrait pas être peut-être mis encore plus dans les textes des résidences, etc. Et dire, bah voilà, nous on cherche ce genre-là, et là l'idée d'être le plus large possible, alors que finalement, on l'est pas souvent au moment du jugement. C'est-à-dire que je pense qu'on essaye de garder des... Enfin, encore une fois, originalité, il faut que vous soyez original. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, l'originalité ? Le CNC n'a pas du tout vocation... Je parlais pas que du CNC, hein, je demandais un peu... cyclique, enfin voilà, tous les gens qui participent à l'économie, pas Fontevraud ici. Hein. En tant qu'institution un peu publique et plutôt de régulation, on réagit plutôt en fonction de l'offre, hein, quand même. Donc on n'est pas dans une position de commanditaire qui aurait besoin pour sa ligne éditoriale de telle ou telle chose. Donc avoir envie de quelque chose d'original et de cohérent, ça veut juste dire qu'il faut à la fois aider des choses qui sont en devenir et puis des choses qui sont confirmées mais qui ont besoin de nous pour exister. C'est aussi simple que ça. Pour le CNC, en tout cas, on ne cherche pas à clarifier davantage cette subjectivité, parce que ça impliquerait qu'on reçoive des choses un peu toutes faites de la même manière, et l'idée dans la régulation, c'est plutôt d'accompagner la diversité que de tout restreindre. Mais c'est encore une fois... Par exemple, juste en 2 mots, le Festival de Grenoble est un festival la composition de son jury de sélection. Ils ont tous le droit apparemment d'avoir un coup de cœur. Donc ça permet d'avoir, à tort ou à raison, d'avoir un festival qui est très éclectique au final, parce qu'il y a des films qui sont sélectionnés qui correspondent à la majorité du groupe, mais à côté de ça, il y a quelques films des fois qui sortent complètement du lot et qui correspondent à un coup de cœur d'un des membres de la commission de sélection. Voilà. Ça c'est un exemple en festival. Mais voilà, c'est toute la question effectivement d'arriver à faire écouter son point de vue personnel. Alors, moi je voudrais dire, je fais partie j'ai fait et je fais partie de différentes commissions. Effectivement, c'est celui qui invite, qui fait attention, je pense, à ce qu'il y ait une vraie complémentarité, comme tu l'as signalé. Donc, moi, c'était le cas donc, à Région Centre, c'est le cas ici à Fontevraud, c'est le cas dans les festivals aussi. Mais après se crée effectivement une espèce d'alchimie, on est tous humains, avec des coups de cœur ou des sensibilités différentes, mais à chaque fois c'est fait en grande honnêteté, en toute honnêteté, les dossiers sont vraiment, alors quelquefois effectivement il peut y avoir plus ou moins de chance, mais je ne crois pas tant que ça, je crois que, et puis il y a le dialogue qui s'instaure pendant les commissions, donc on peut faire redécouvrir à quelqu'un qui n'aurait pas vu quelque chose, et ainsi de suite. Les coups de cœur aussi peuvent apparaître, mais après tout est discuté pour une décision finale. Alors c'est humain, donc voilà, c'est humain avec de temps en temps forcément des déceptions. Et après il faudra qu'on ait un tout petit peu de temps parce qu'il était convenu qu'on parle des courts-métrages et des longs-métrages, des dossiers pour des longs-métrages aussi. Et puis Pierre-Luc, toi maintenant tu as un
projet de long métrage. Donc, comment tu as franchi l'étape du court au long et en déposant des projets? Excusez-moi, je voudrais poser juste une question. Alors, parce que, en fait, tout guichet confondu, moi, parfois, je me suis posé la question de savoir si finalement les professionnels étaient les plus qualifiés pour avoir un avis sur la question. C'est-à-dire que pour l'auteur, le problème, il est évidemment de transmettre son envie de cinéma et donc donner à un individu qui n'est pas lui l'idée de son projet, mais malgré tout, s'il fait cet effort-là, peut-être qu'il est aussi capable de le faire parfois pour des gens qui justement sont les bauches du futur public. Donc pas des professionnels. Je vais vous rassurer en fait, L'essentiel du système est basé sur le nombre d'entrées qu'on fait. Donc en effet, c'est-à-dire que c'est l'essentiel du système, c'est-à-dire le système de production, que ce soit audiovisuel ou cinématographique, est basé sur les recettes. Le producteur le plus puissant aujourd'hui, c'est Pathé, parce qu'il fait beaucoup de recettes. Donc tout se passe bien et il investit comme il le veut, avec les recettes qu'il fait sur les entrées qu'il a fait les années précédentes. C'est ça, le système de production en France, pour l'essentiel. Non, mais je pense pas que ce soit ma question. Non, mais juste pour dire. Et ensuite, il y a une petite partie, ce que je vous disais tout à l'heure, une petite partie qui concerne la partie recherche et développement de notre activité, que ce soit pour les courts-métrages ou pour les premiers films. Cette partie recherche et développement, où on la laisse faire par l'industrie, et dans ce cas, en effet, on n'a pas besoin de la régulation, on n'a pas besoin du CNC, on n'a pas besoin de ces commissions, on laisse faire à l'industrie le soin de faire la recherche et développement. Ou on pense que peut-être que c'est intéressant que le CNC mette en place ces commissions et permette un renouvellement des talents. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est une vraie question, un vrai débat. C'est pas une obligation. En fait, je pensais plutôt à un panachage d'experts dans des commissions pour regarder des projets et à mélanger avec des gens qui sont juste des gens cultivés, éclairés, qui sont... C'est le cas. Voilà. C'est le cas, je peux regarder parce que après, éclairer, je ne sais pas si c'est le cas, mais en effet, je pense en effet que, par exemple, à la commission de court-métrage, vous avez à la fois des spécialistes des films expérimentaux, des spécialistes du film d'animation, des spécialistes du documentaire et des spécialistes de la fiction. Et tous ces gens-là se réunissent et discutent. Et de bonne foi. Et peut-être pas des cinéastes non plus. Des cinéastes, des écrivains. Il y a tout un tas de gens, en effet, des éditeurs. Le président de l'Avance sur Recette, actuellement, c'est un éditeur. Comédiens aussi. Il y a des comédiens. Enfin, voilà, je pense que c'est peut-être un mauvais système, mais je n'en connais pas de meilleur. En fait. Enfin, de temps en temps, quand je regarde les commissions, je vois beaucoup de professionnels quand même, donc je me posais cette question, mais j'ai peut-être pas regardé au moment. Voilà, ouais. Je voudrais dire une chose, parce que surtout les étudiants... Les étudiants qui sont là, ou les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, c'est hyper flippant tout ce qu'on dit. Et c'est vrai que ces commissions, elles sont difficiles. J'ai été dans pas mal, je suis encore... C'est vrai que en fait, partout où j'ai été, c'est toujours très démocratique. Et des fois, franchement, c'est un manque de bol. Parce qu'on va avoir 15 dossiers, et il y en aura, on peut en prendre que 5. Je vous dis des chiffres un peu au hasard, mais globalement. Et il y en a 8 de formidables. Il y en a 3 qui vont passer à la trappe. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous faites rejeter un dossier, n'hésitez pas à y retourner. Demandez pourquoi, essayez d'avoir l'avis de la commission, retravaillez et représentez et faites d'autres commissions et ne vous découragez jamais parce que votre dossier qui n'aura pas plu à une commission, il va plaire à une autre et finalement vous y arriverez si votre projet et vous le voulez. Il n'y a pas de raison que vous y arrivez pas. Voilà, je voulais te mettre un peu positif. Je peux ajouter juste un truc, j'en ai trop en parle, juste pour dire que moi j'ai été dans la commission d'Alice et j'ai été dans d'autres commissions au CNC, au court-métrage, et il y a un truc qu'il faut quand même, ça passe pas dans ce que vous dites, mais dans les commissions il y a beaucoup plus de consensus que de dissensus. C'est-à-dire, c'est très frappant de voir à quel point on peut parler 4 heures, parce qu'on adore parler ici aussi, mais à quel point ça va vite et à quel point il y a très rarement des écarts énormes et des déchirements énormes. Ça peut arriver, mais c'est vachement rare. Et généralement, les bonnes choses sont identifiées, pour vous répondre par rapport au public, les bonnes choses sont identifiées par les professionnels de bonne foi qui sont là, sans démagogie, hein, je dis ça très rapidement, et ce qui est écarté est généralement mauvais.
Parce qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ce qui arrive, il y a quand même des trucs qui sont lamentables. Et ces choses-là, elles doivent être écartées, comme tu disais Alice, avec le plus grand ménagement, parce qu'il faut toujours redonner une chance aux gens, mais il faut aussi les guider bien et leur faire comprendre que quand ils se gourrent, ils se gourrent. Gros bison à parler. Je veux bien rajouter un mot qui va dans le sens de Valérie, donc Xavier Cavotopor pour la ville de Fontevraud, puisque Alexis posait la question des critères de Fontevraud. Juste une chose, une commission, à un moment, je ne sais plus, il y a 3 ou 4 ans, a retenu 6 projets. Le 7e a eu la Palme d'Or à Cannes. Donc moi, en tant que directeur, j'ai trouvé qu'il y avait un raté pour le prestige de la maison, mais non, mais tout va très bien. Simplement, ça montre bien qu'effectivement, un film qui peut être recalé à Fontevraud peut avoir une Palme d'Or à Cannes. Donc vous voyez que tout est effectivement relatif et subjectif, et c'est à un moment donné un point de vue collectif sur des films. La deuxième chose, juste rapidement sur Fontevraud, donc on reçoit une centaine de candidatures par an, on sélectionne à peu près 10 films, et je crois que, en tout cas, ce à quoi on tient beaucoup à Fontevraud, c'est non pas la question de l'originalité, Alexis, qui pour moi n'est pas un critère, mais plutôt la dimension de recherche qu'il peut y avoir dans le projet qui est présenté. C'est-à-dire qu'on va effectivement, je pense, chercher à voir dans le projet qu'est-ce qui est un champ d'exploration possible pour l'auteur, quelle que soit la forme, le registre dans lequel il se situe. Et donc du coup, s'il y a une prime quelque part à Fontevraud, ce n'est pas une prime à la faisabilité, c'est plutôt la prime au travail qui peut être mis en jeu dans l'écriture même, dans la présence à Fontevraud. Parce que c'est un dispositif particulier, c'est à partir d'une intention, d'une envie, recevoir quelqu'un pour qu'il écrive, enfin qu'il travaille l'écriture pendant un mois dans un livre. La dernière chose qui me semble importante et qui a aussi motivé cette rencontre, c'est qu'on observe vraiment à travers les réalisateurs qui viennent à Fontevraud que la question de l'écriture telle qu'elle se joue, je pense qu'on le verra samedi en entrant dans les ateliers des réalisateurs, elle est à chaque fois différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une règle, une façon d'écrire pour un réalisateur, mais il y a quasiment autant de façons d'écrire l'animation que de réalisateurs. C'est-à-dire que ce qui se joue entre l'aller-retour entre le scénario, les recherches graphiques, parfois même tout de suite des essais d'animation, on voit bien qu'effectivement un auteur-réalisateur travaille l'écriture dans des modalités qui sont totalement originales à chaque fois. Et ce qu'on essaie de faire à Fontevraud, c'est donner la possibilité pendant un mois à cette recherche, ce chemin de s'accomplir ou de s'accélérer peut-être. Merci. Donc je reviens à Pierre-Luc. Oui, donc c'est vraiment mes tout premiers pas dans le long métrage, alors je ne peux pas en dire grand chose encore. L'envie première, ça a été de développer une histoire plus longue. Il disait que je suis dans une manière d'écrire les films très narratifs, donc c'est vrai que le long métrage a été enivrant dans les deux sens, positif et négatif. Mais voilà, donc pour les dossiers, pour l'instant, j'ai fait une demande d'aide à la réécriture où justement j'envoie un scénario complet avec les dialogues, mais je dis dans ma note d'intention tout ce que je vais retravailler. Donc c'est aussi intéressant de nouveau pour moi de me pencher sur tous les défauts du film, tout ce que je voudrais refaire. Donc, et j'ai eu pour l'instant, j'ai passé la première étape je passe en plénière très bientôt. Et justement, les retours que j'ai eus, c'était c'est bien, tu as conscience de tous les défauts de ton film. Donc voilà, la note d'intention, c'est je faisais une liste de tout ce qui n'allait pas. Pour moi, c'était la première fois dans un dossier où je devais dire du mal de mon travail. Donc c'était intéressant aussi. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, c'est vraiment mes premiers pas, j'espère qu'aller plus loin. Je ne sais pas si d'autres participants dans la salle ont quelque chose à ajouter par rapport au dépôt de dossier de long métrage. Y a-t-il des réalisateurs qui ont... Toi ? Moi, je peux en parler parce qu'on vient d'avoir l'avance sur le 7 sur un long métrage d'animation. Et en fait, après ne pas l'avoir eu une première fois, on est passé en plénière. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que l'avance sur le 7 n'est pas toujours bien adaptée pour l'animation. Pourquoi ? Parce que l'animation est
un genre qui coûte cher. Ça coûte cher de produire de l'animation. Et pour trouver de l'argent, il faut trouver beaucoup de partenaires, beaucoup de pays, beaucoup de guichets, etc. Et donc il faut essayer à la fois d'être intègre et en même temps de répondre à ce que les autres personnes attendent. L'avance sur recette, on en parlait, c'est effectivement un petit guichet, et un petit guichet qui encourage à des écritures originales, etc. Et en fait, on se retrouvait dans une dichotomie entre l'animation pour l'avance sur recette et les besoins financiers de la production d'un film de long métrage d'animation. Et donc il y a d'autres aides qui ont été créées pour l'animation, qui sont ce qu'on appelle les passerelles, mais qui sont destinées uniquement aux boîtes de production de long métrage qui produisent beaucoup de séries télé, donc industrielles, qui récupèrent beaucoup d'argent dans un autre système d'aide qui s'appelle le COSIP. Et avec cet argent, dorénavant, ils peuvent le déplacer et le mettre pour produire du long métrage d'animation. Et ça, c'est réservé uniquement aux boîtes de production qui sont déjà installées. Donc quand on commence, mais c'est comme un réalisateur de court métrage qui passe au long métrage, c'est très difficile, comme un premier film, etc. C'est toujours des étapes qui sont très très difficiles. Et en termes de production, ou en termes même pour les auteurs, c'était très difficile, à la fois de garder une intégrité dans l'écriture, et en même temps d'avoir des chances de pouvoir être aidé par l'avance sur recette. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si tu as des chiffres, mais si on regarde les budgets des films qui ont eu l'avance sur recette, avec combien ils sont faits, ça doit être une moyenne d'1,5 million, un truc comme ça au premier collège, alors qu'un long métrage, c'est un minimum de 4 à 5 millions. La moyenne, c'est 8 millions sur les 10 dernières années, le budget moyen d'un long métrage d'animation. Donc ça ne correspond absolument pas du tout au guichet de l'avance sur recette. Donc il y a vraiment un paradoxe aussi qu'il faudrait réussir à combler aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est sûr, ça. Non, parce que quand on dit il n'y a jamais eu un film d'animation qui a eu 700 000 € à l'avance sur recette avec en plus de vue réelle. Oui, alors que le budget n'était pas forcément supérieur. Non, mais il y a une discrimination claire et nette. Enfin, il y a le film de Florence Fiel. Justement, Florence est-elle là pour pouvoir parler de la longue démarche de ton long métrage? Mais le pire, c'est pas le CNC, hein, si on n'est pas là pour parler de financement. Là, c'est en cours, c'est pas fini, c'est une démarche qui n'est pas terminée. Donc je peux te dire, c'est pareil, je peux te dire à peu près où j'en suis. Effectivement, on a eu l'avance sur recette il y a 2 ans maintenant. Et il y a un moment où, quand on n'a pas réuni le financement suffisant, l'avance sur recette tombe. Donc on en est là, ça va tomber là au mois de novembre, on n'aura plus l'avance sur recette du CNC. Et voilà. Mais effectivement, c'est exactement ce que dit Ron, c'est-à-dire qu'on est... et puis je pense que c'est encore plus dur pour un film d'animation, parce qu'on est à la fois dans l'avance sur recette, on va avoir l'avance sur recette sur une écriture éventuellement novatrice, etc. Et ensuite, les chaînes de télévision, par exemple, elles ne sont pas forcément sur le même critère de jugement du scénario que le CNC, par exemple. Donc, parce qu'ils sont encore, enfin voilà, comme on a vous avez raison, mais je pense qu'en effet, une des difficultés, c'est que l'avance sur recette peut être la première pierre d'un édifice et ne peut pas être la seule pierre. Donc ça c'est vrai que ça fait partie des règles de fonctionnement du CNC, de dire on fait une promesse d'avance sur recette, c'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle, promesse d'avance sur recette, et puis ensuite au producteur de réunir le financement, et s'il n'y arrive pas, et c'est vrai que les règles sont devenues de plus en plus dures dans un contexte d'encadrement aussi européen, qui fait qu'il ne faut pas dépasser plus que 50 à 60% d'argent public. Enfin, voilà, il y a tous ces problèmes-là d'argent public, et puis effectivement, c'est un peu ce que disait aussi Valérie. C'est-à-dire qu'on peut faire un film en prise de vue réelle avec, je ne sais pas, 1,5 million ou 2 millions d'euros, on ne peut pas le faire en animation. Donc il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas. Surtout quand ce n'est pas un film destiné aux jeunes publics, pour enfants, etc. Mais après, avoir un film pour enfants avec l'avance sur recette du CNC, c'est pas si facile que ça aussi, quoi. Donc il y a une espèce de truc. Sauf que c'est parce que j'ai vu, moi, là, j'ai vu en effet les chiffres, et les films qui ont l'avance sur recette d'animation,
en général, ont eu le soutien de Canal+. Les films pour enfants, enfin les films entre guillemets pour enfants. Oui, en grande partie, avec des pourcentages très élevés sur les premiers films de fiction traditionnels. Seulement la moitié ont eu le préachat de Canal+. Il y en a beaucoup plus, c'est normal. Oui, non, mais ce que je veux dire, ça fait aussi des... Je veux dire que la difficulté, je pense que c'est pas pour comparer, mais ce que je veux dire, c'est que les difficultés qu'on rencontre dans la production de fiction live, avec l'avance sur recette, sont tout aussi importantes et avec des difficultés très, très fortes. C'est-à-dire que vous avez des films qui doivent rembourser l'avance sur recette parce que ils n'ont pas respecté ces règles de 50% d'aide d'argent public. Enfin voilà, donc la situation elle est très compliquée. Et malgré tout, faire un film de fiction avec 1 million d'euros est aussi une chose très compliquée. Ça risque pas d'arriver en animation parce que faire, comme on disait tous, là, en 2004, on ne fait pas. Oui, tout à fait. Donc on ne dépassera jamais 50% d'aide publique en financement d'animation. Et là, le CNC, je parle toujours que de la tout le reste, le CNC fonctionne vraiment très très bien pour l'animation. Il n'y a que l'avance sur recette. Et pourquoi? Parce qu'elle est gouvernée par des gens de prise de vue réelle dans les commissions. Et enfin là, on est deux à faire de l'animation, lecteur. Il y a Claire Paoletti et moi-même, c'est tout. Sur combien de personnes? 600. Donc, vous avez un taux de réussite 2 fois plus important que le reste. Et quand, je sais pas, en tant que producteur, là, vous avez, quand vous faites un film en prise de vue réelle, vous avez, comme guichet pour les préachats, vous avez TF1, France 2, France 3, M6, Arte et tout le reste. TF1 réservé à Pathé. Je parlais du Hertien. Ben donc on fait un film avec Pathé et on n'a pas TF1 non plus et on fait de l'animation parce qu'il n'y a qu'une chaîne qui prend du cinéma d'animation, c'est France 3 Cinéma. Il ne peut prendre que 2 à 3 films par an d'animation au grand maximum. Et quand on vous achète un film en prise de vue réelle, 1 million, vous avez 500 000 en coproduction et 500 000 pour une diff. Et ben nous on va avoir 500 000 et puis on va avoir 250 000 en copro et 250 000 pour 2 diffs. Et puis en plus, ils ne vont pas le passer parce que les programmateurs ont décidé que ça ne passait pas, c'était pas du prime time, ni rien du tout. Et donc du coup, les films restent sur les étagères et ils ne passent même pas le dimanche à 6h du matin. Ils ne passent pas. Donc voilà, c'est pas de la discrimination ça. Et le CNC n'en tient pas compte. Et pourquoi un film d'animation n'a jamais... Enfin moi je peux le dire, le Secret du Loup, on a eu 650 000 €, c'est énorme. C'est la plus grosse aide d'avance sur recette qu'a eu un film d'animation. Donc j'en suis très heureuse et c'est vraiment génial. Hein, Jean-Luc, il est scénariste sur le film. Non, je ne me plains pas. C'est-à-dire que là, je défends la profession. Vous voyez, et c'est pas normal je ne sais pas pourquoi, on ne pourrait pas avoir plus qu'un film de réel en aide, sachant qu'on a par ailleurs de grosses discriminations. Canal+ achète nos films, c'est eux qui achètent le plus de films d'animation, ils achètent cher, mais pareil, par rapport à la prise de vue réelle, par rapport à cette histoire de programmation, de prime time, etc. C'est 2 fois un film qu'ils achèteraient 2 millions en prise de vue réelle, en animation c'est 1 million. Et encore 1 million, c'est génial, on est vraiment content qu'on ait 1 million de canal. Non mais tout est comme ça. Donc non, je trouve qu'à l'avance, on devrait plus réfléchir à ça. Et encore, que je ne parle que de l'avance sur recette. Ok, donc Lan, tu veux prendre la parole? Bonjour, Ilan Nguyen, donc traducteur-interprète. Je voulais juste peut-être ouvrir la perspective sur un sujet qui sera peut-être hors sujet par rapport au thème de ce débat et suite à l'une des interventions de Ron notamment, et par rapport également à ce que vient de dire Valérie. Il a été question du COSIP, donc de la production télévisée. C'est clairement donc hors du sujet aujourd'hui, mais il me semble difficile d'affirmer que tout fonctionne de manière idéale ou en tout cas satisfaisante dans ces systèmes d'aide lorsqu'on considère en particulier la production télévisée de séries. Il me semble qu'il se pose là des problèmes par rapport à cette notion de promesse et qui a été évoquée donc, à de nombreuses reprises. On est dans des enjeux qui sont complètement différents et quand on voit l'écart, enfin, d'un point de vue complètement extérieur, hein, c'est-à-dire en tant que spectateur, ce qu'est la production télévisée aujourd'hui, qui est donc aidée là aussi avec de l'argent public de manière importante
on a l'impression qu'il y a quand même une foule de problèmes, alors qui ne sont pas ceux ni du court-métrage ni du long-métrage, mais qui paraissent quand même suffisamment considérables pour ne pas être tenus pour quantité négligeable. Enfin, je sais pas. Il me semble qu'il y a quand même je sais pas si ce sont des dysfonctionnements, je sais pas si. Enfin, est-ce qu'il existe des processus d'évaluation par rapport à cette notion de promesse? On a l'impression que le cercle vertueux qui fonctionne sans doute dans une certaine mesure, effectivement pour le court ou le long, fonctionne de manière très différente dans le format télévisé de série. Que je comprenne bien votre question, vous parlez de séries télé en animation spécifiquement ou plus largement? Séries télévision? Tout à fait. Et l'idée c'est quoi? Quand vous parlez de promesses et de retour sur la promesse, c'est regarder si ça fonctionne, si ça fait l'audience? Dans quelle mesure non, c'est pas tellement sur le... Finalement, ces questions de commission, comme celles des jurys de sélection ou des jurys qui distribuent des prix en festival, sont finalement des processus d'évaluation. De cette manière, on discute de ce qui fait la valeur peut-être des films ou des projets, ce qui fait leur sens. Et il me semble que c'est dans ce créneau télévisé de série que les décalages sont les plus importants entre des intentions ou des promesses effectivement qui sont entre le dossier que la commission reçoit et choisit et ce qu'il y a finalement à l'écran. Exactement, voilà, tout à fait. Oui, alors il y a un écart qui est parfois criant. Entre les deux, il y a les chaînes de télévision, mais j'aimerais bien éviter de les pointer comme seul réseau. Non, je sais pas, parce que vous trouvez qu'en tout cas, il y a une grosse déperdition, c'est ça? Ouais. Je sais pas, alors si vous parlez de la commission d'aide à la production, et en tout cas c'est celle qui est la plus proche du marché en télévision, puisque quand les dossiers sont aidés à la production, les producteurs en tout cas les présentent quand ils ont une chaîne qui a déjà investi de l'argent dessus. Ça c'est sur la commission sélective, sinon en automatique, donc c'est-à-dire pour les producteurs qui ont déjà les diffusions, on ne passe pas devant une commission. Donc je vous parle bien d'un processus sélectif. Évidemment, je crois qu'il faut prendre à un moment donné, le CNC est là pour accompagner si vous voulez, financièrement la production des choses. Il n'est pas là pour remettre en cause une ligne éditoriale d'une chaîne. C'est-à-dire qu'il arrive après une chaîne qui a déjà dit « moi je prends ce projet et j'investis de l'argent là-dedans ». Donc si vous voulez, la chaîne a de fait, parce qu'elle investit de l'argent, le droit, me semble-t-il, de en tout cas faire aller le projet dans une direction ou dans une autre. Donc on sait très bien que dans le cadre de ces investissements, un projet pour TF1, un projet pour Canal, un projet pour Arte, sera évidemment pas tout à fait le même, et tant mieux pour elle, sinon elles seraient toutes sur le même panel de spectateurs. Donc tant mieux qu'il y ait de la diversité. Mais la commission n'a pas, si vous voulez, à juger de la pertinence de telle ou telle ligne éditoriale. Elle regarde très pragmatiquement un budget, combien il manque. Enfin, vous voyez, on est dans quelque chose de très économique à ce moment-là, du point de vue de la commission du CNC. Et encore, la commission sélective fait un choix, puisque de fait elle est sélective, donc il y a des choses qu'elle n'aide pas, mais elle le fait davantage d'un point de vue du marché, si vous voulez, que du contenu, parce que quelque part le contenu il a déjà été validé par le marché, par ces chaînes qui ont pris le projet, par des auteurs qui l'ont porté, un producteur qui a cru aussi et qui a réussi à le porter jusqu'à une chaîne. Donc on est plus dans quelque chose d'économique que dans quelque chose qui se préoccupe ou qui aurait, si vous voulez, la possibilité d'intervenir. Alors après, c'est un problème plus vaste, mais moi j'ai toujours peur un petit peu du retour sur les performances et les jugements a posteriori. Je vais éviter une digression, mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le CNC est actuellement un petit peu attaqué sur ce genre de choses. Donc voilà, j'aimerais en tout cas qu'on fasse un peu le distinguo entre ce que le CNC est censé faire, c'est-à-dire réguler, apporter de l'argent, faire que les projets avancent, soient développés, naissent, soient mieux financés, et puis le boulot du secteur, des télévisions et de l'ensemble des pouvoirs. Je crois qu'il faut éviter de tout mélanger, parce que sinon ça prête à confusion, et surtout, a priori, c'est mauvais pour tout le monde. Quoi. Donc voilà. Alors, je crois que alors Pierre-Luc va devoir nous quitter, tu peux y aller parce que tu vas être à Nantes tout à l'heure. Je crois qu'il nous reste de temps, Xavier. Alors, on va répondre aux questions. Donc, on a encore un peu de... Combien de temps? Bon, ok. Donc, il y a beaucoup de questions. Et je pense qu'il faut recentrer effectivement sur l'écriture de projet.
Et sur, On va passer la parole aussi à d'autres. Non, mais je voulais juste dire un truc parce que on râle, enfin je râle du français, c'est une façon, mais que dire à ces étudiants quand même que la France c'est le pays qui a les plus belles aides pour le cinéma d'animation, c'est pour ça qu'il y en a tant à Annecy. Que heureusement que le CNC est là, heureusement que les régions sont là, et que vraiment on a beaucoup de chance, quoi. Et soyez vachement optimistes, encore une fois, parce qu'il existe le cinéma d'animation français. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Donc, il y a un micro si vous voulez donc vous exprimer. Et après, Xavier, je te demanderai peut-être de conclure peut-être cette journée, enfin cette première partie d'après. Voilà, j'embête un peu tout le monde là parce que tout le monde va aller manger. Mais juste un truc qui m'a un peu choqué quand même, c'est que tout le long on a parlé de cinéma d'animation qui n'est pas primé, etc. On est plusieurs à le penser, à ne pas le dire, c'est quand même que je préfère largement quand même le cinéma qui va à Clermont qu'à Annecy. Ne serait-ce qu'il n'y a que des scénarios qui sont meilleurs, quoi, pratiquement tout le temps. Et c'est pas forcément vrai, je vais faire aller du monde ou peu importe, mais n'empêche qu'au niveau scénario, c'est peut-être parce que dans la prise de vue réelle, on a le droit à plus d'échanges entre un réalisateur, entre un scénariste, entre plusieurs scénaristes parfois, et que dans le cinéma d'animation, c'est souvent un artiste qui se clôt dans son univers. Il y a des échanges évidemment, mais c'est le premier point sur lequel je voulais râler. Et surtout le deuxième, c'est que dans le long métrage, c'est quand même on disait qu'on nous encourage en tant qu'étudiants à faire des choses qui vont vers notre processus créatif, original, etc. N'empêche que dans ce qu'on a le droit de voir, j'ai un truc qui m'embête un peu, c'est que par exemple j'ai eu la chance de voir les premières images du Jour des Corneilles, les premières recherches, les premières animations, et malheureusement il a changé de bord, etc. Et je vois des images à la fin qui ont perdu tout leur sens, je trouve ça dommage. Et bref, là je trouve qu'au niveau de la production, nous en tant qu'étudiants ça décourage un petit peu. Voilà, c'était tout. Merci. Je voulais juste dire, pardon, une dernière chose, mais puisqu'effectivement il y a peut-être beaucoup d'étudiants dans le public, juste vous dire que le CNC est une maison plutôt accueillante normalement, et que donc vous pouvez en amont d'un dépôt, avant de venir déposer un dossier à une commission, nous contacter, nous envoyer des projets quand on a le temps, on les lit, on peut vous donner juste un premier regard qui encore une fois est subjectif et dont vous faites ce que vous voulez à l'intérieur duquel vous faites le tri, mais n'hésitez pas à faire cette première démarche, surtout quand vous n'avez pas l'habitude de déposer. Enfin, voilà, donc ça fait aussi partie de notre boulot, donc n'hésitez pas.